Les grands hôpitaux du centre ont encore des capacités d'absorption beaucoup plus importantes. Maintenant, dans les hôpitaux de périphérie, ils comprennent qu'ils doivent se séparer de leurs patients, de les transférer dans les hôpitaux à plus grande capacité, et c'est ce qui va se passer. Docteur Éric Setton, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, bonjour, et à vous et aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. On avait bien besoin de votre éclairage pour nous expliquer quelle est la situation dans les hôpitaux israéliens. À lire la presse israélienne, nous venons de faire une revue de la presse israélienne. On a véritablement apparemment des raisons d'être inquiets. Le nombre de malades graves augmente, le nombre de malades augmente, et il y a une forme, on crie à la saturation dans certains des hôpitaux israéliens. Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement on est au bord du gouffre, comme le disent certains ? Non, je ne crois pas encore. Il y a effectivement une saturation de certains hôpitaux, surtout les hôpitaux de périphérie, au nord et au sud. Quoique l'hôpital de Soroka a des capacités d'absorption beaucoup plus importantes que les hôpitaux comme les hôpitaux de Naharia ou de Poria de Tibériade ou de Tzfat, de Ziv. Mais les hôpitaux encore, les grands hôpitaux du centre, que ce soit Bellinson, Tel HaShomer, Ichilov, ont encore des capacités d'absorption beaucoup plus importantes, et les patients vont être transférés. Je crois que ce qui se passe, c'est que c'est très difficile pour un directeur d'hôpital d'annoncer, de dire qu'il est saturé. Donc ça a pris du temps un petit peu. Maintenant, dans les hôpitaux de périphérie, ils comprennent qu'ils doivent se séparer de leurs patients, de les transférer dans les hôpitaux à plus grande capacité, et c'est ce qui va se passer. Également au niveau de Jérusalem, à Shaare Tzedek, où il y a des capacités d'hospitalisation qui sont moins importantes. Mais le système médical a encore des capacités d'absorption encore importantes. On a peur parce que c'est toujours délayé. C'est-à-dire qu'il y a un délai de 2 à 3 semaines. C'est-à-dire que les 4 000 ou 5 000 patients qui ont été contaminés, l'impact va se voir dans 2-3 semaines. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé dit qu'il faut appuyer le confinement de toutes ses forces, parce qu'il veut freiner absolument, parce que le problème n'est pas la quantité de lits, c'est également les équipes qui travaillent de façon très intensive. Et ils ont peur d'arriver dans 2 ou 3 semaines à une saturation. Et ce sont des équipes qui peuvent elles-mêmes être bien entendu contaminées aussi, et ça risque de les affecter aussi. Tout à fait, ou contaminés, ou mettre en isolement, ou mis en isolement dû à des contacts avec des contaminations. On sait que pour l'instant, il y a près de 4000 personnels médicaux qui sont en isolement. C'est beaucoup, et ça obère un petit peu la capacité de travail du système médical. Il y a une information ce matin dans la presse que nous avons livrée tout à l'heure qui disait que le gouvernement avait autorisé 650 à 700 nouveaux postes de nouveaux tkanim de médecins infirmiers dans les hôpitaux israéliens, les hôpitaux publics en particulier israéliens, et que jusqu'à présent il n'y en a que 200 ou 250 qui ont été attribués. C'est-à-dire aujourd'hui, alors que l'État d'Israël est en crise, il y a un manque de personnel médical, de personnel paramédical, des infirmiers, on va dire tout ce qui sont liés à ces traitements. Il y a un manque, tout à fait. Ça prend du temps de former des infirmiers, ça prend 4 ans. Ça prend du temps de former des médecins, ça prend plus de 7 ans et une spécialité. Donc ce n'est pas immédiatement qu'on va pouvoir remplir tous ces postes. Il y a des postes qui ont été remplis parce qu'il y a des jeunes médecins qui attendent, qui sont en attente. Et c'est vrai qu'il y avait un bouchon dû au manque de postes, donc cette ouverture est importante, mais je ne crois pas qu'on arrivera à remplir tous les postes dans les mois qui viennent. Ça va prendre un peu plus de temps. Maintenant, je crois qu'il y a une forte poussée également pour non seulement remplir les postes à partir de gens de personnel médical qui sont libres, mais également de former mieux les personnels médicaux à la réanimation, parce que c'est ça qui manque. Ce sont des lits de réanimation, ce sont des lits où les malades graves peuvent être ventilés et traités.
Justement, à propos des malades graves, avant de revenir sur l'ensemble de la crise, on nous a dit, dites-moi si c'est véritable, si c'est vrai que aujourd'hui, c'est-à-dire on ne traitait pas les malades graves de la même manière qu'on les traitait au début de la crise, c'est-à-dire que, par exemple, on évite de les brancher à des appareils respiratoires, alors qu'au début de la crise, on savait qu'on avait le sentiment que l'appareil respiratoire, c'était la solution miracle. Aujourd'hui, on fait très attention parce qu'il y a eu des séquelles sérieuses de la part de certains malades graves qui avaient été placés sous assistance respiratoire, c'est vrai? Effectivement, je me suis levé contre l'achat des respirateurs au tout début parce que en fait, c'était de la poudre aux yeux Oui. pour ventiler les malades de Corona. Et moi-même, j'en ai pas soigné directement, mais j'ai parlé avec tous les réanimateurs parce que j'ai une formation d'anesthésiste réanimateur, avec tous les réanimateurs qui ont soigné ces patients-là. Ce sont des malades très difficiles à ventiler. Il faut une grande capacité, il faut des machines de haut de gamme. Il faut donc pas un respirateur tout bête qui ventile. Il faut vraiment des machines qui permettent des nuances de ventilation très 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 pointues. Il faut des équipes également qui savent le faire. Donc ce n'est pas quelque chose qui soit rapidement facile à comprendre et à apprendre. Il faut des équipes très, très spécialisées. Donc, on essaye d'éviter d'arriver au stade de ventilation pour éviter justement de se mettre devant des patients qui sont très difficiles à ventiler. On utilise maintenant des moyens qui sont moins invasifs pour essayer de retarder le stade de la ventilation. Alors, je voudrais revenir avec vous sur l'essence de la crise, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une situation où on a le sentiment parfois que l'État d'Israël, les services sanitaires ont perdu le contrôle de la crise et que même en dépit du reconfinement, on va dire partiel dans lequel on se trouve actuellement, eh bien, ça ne suffira pas, il faudra aller plus loin. Vous pensez que sans un reconfinement total, on ne peut pas refaire baisser cette fameuse courbe de Gauss ou alors il y a un moyen où vous pensez que, là encore, dans 2 semaines, peut-être cette courbe va rebaisser à la suite du reconfinement? Le reconfinement va aider à baisser la courbe, mais à mon avis, c'est un mauvais moyen. C'est un moyen qui est une arme à double tranchant, puisque ça atteint le niveau socio-économique des Israéliens, et ce qui fait également, ça obère également le niveau social et médical de puisque quelqu'un qui est moins riche a moins de possibilités de s'offrir et de se soigner. Donc c'est quelque chose qui à moyen terme et à long terme, nous verrons des graves conséquences. Et je crois que c'est important de comprendre que le confinement n'est pas un bon moyen. Un bon moyen, c'est de porter le masque. Un bon moyen, c'est d'éviter le rapprochement social, c'est-à-dire de respecter la distanciation sociale et ne pas s'agrouper. Pas plus de 10 personnes dans des endroits fermés, pas plus de 20 personnes dans des endroits ouverts. Éviter de rencontrer des gens. Moins on rencontre des gens, moins on a de risques de se contaminer. Et bien sûr, de se laver les mains continuellement chaque fois qu'on a des contacts avec des surfaces qui peuvent être contaminées. Et donc, essayer de casser la chaîne de transmission rapidement, c'est-à-dire dès que quelqu'un sent qu'il a des symptômes, s'isoler des autres personnes et ne pas mettre les autres en danger. Le port du masque est très important. Ça permet de réduire la possibilité de contamination. Le confinement, comme on le fait actuellement, qui atteint et qui touche le niveau économique, le système économique israélien, est très dangereux. Et c'est pour ça que je pense que certains médecins se lèvent contre, parce qu'il faut comprendre que ça a un prix à long terme, à moyen terme et à long terme, sur la santé publique. Il faut comprendre ça. Les gens se font moins soigner, se font moins diagnostiquer, et à long terme, auront moins de moyens pour se faire soigner. Donc, il faut, à mon avis, il y a 2 responsables. Il y a le gouvernement d'un côté qui a pris du temps à mettre en place
dirigeant du Corona, c'est-à-dire le projecteur du Corona, le professeur Gamzo, de le choisir, de le mettre en place, de lui donner les moyens, ça a pris du temps. Et d'un autre côté, le public qui ne joue pas également avec les règles, qui font des fêtes, qui font des manifestations les uns à côté des autres, qui font des mariages, qui font donc, il faut jouer suivant les règles, ne pas regarder les autres communautés en disant ce sont les Harédis qui sont en faute ou ce sont les manifestants de gauche qui sont en faute. Il faut chacun être en conscience, prendre ses responsabilités et essayer de se conduire de façon à éviter de contaminer l'autre. Mmh. Il faut réfléchir en disant je suis potentiel de contamination, je ne veux pas contaminer l'autre. Alors, docteur Sedan, vous êtes médecin dans votre formation, médecin militaire, et on reparle de l'armée. C'est Benny Gantz qui a annoncé hier qu'il préparait un hôpital de campagne de 200 lits à l'approche de l'hiver, qui peut-être sera indispensable pour faire face à une forme de saturation qui pourrait intervenir alors. Est-ce que vous pensez que l'armée aurait peut-être mieux géré cette crise? Les services sanitaires de l'armée israélienne aurait pu mieux gérer cette crise, ou alors il aurait fallu de toutes les manières gérer avec le ministère israélien de la Santé? Non, il faut gérer ensemble. Et c'est le retard qui a été pris, et qui est un retard dû à des raisons politiques, parce que, étant donné qu'il y avait un ministre de la Défense que Bibi Netanyahu ne voulait pas mettre à l'avant, puis après Gantz, et on a cherché un général qui puisse contrôler et diriger tout le système de la lutte contre le corona. C'est un retard qui a été très dommageable, mais il fallait ce qu'a fait Gamzo est tout à fait vrai. Il faut réunir les connaissances scientifiques, médicales du ministère de la Santé avec les connaissances et les possibilités logistiques du ministère de la Défense, pas seulement de l'armée, pas seulement le corps médical de l'armée. C'est vraiment des capacités logistiques qui sont énormes, qui sont beaucoup plus grandes que ce que l'on peut comprendre. Ça permet de déployer des soldats pour apporter de la nourriture. Ça permet de déployer des soldats pour faire des barrages ou pour aider à casser pour faire des enquêtes épidémiologiques. Ça permet des capacités de transfert, de faire des examens sanguins, des examens de PCR beaucoup plus rapidement. Donc, toutes ces capacités logistiques auraient dû être mises en place beaucoup plus tôt en collaboration avec le ministère de la Santé. C'est cette collaboration qui a manqué et qui nous a fait défaut pendant les 3 mois et qui maintenant nous met devant une nouvelle crise. Une dernière question, docteur Sedan. Est-ce que je peux vous demander une sorte de pronostic? Est-ce que vous avez le sentiment que on va vers une 3e vague avec l'hiver, ou alors on va arriver d'ici l'arrivée de l'hiver, d'ici l'arrivée de l'automne, le mois d'octobre, novembre, à réduire cette seconde vague au niveau où on était peut-être au moment de la sortie de crise de la première vague? On dit en hébreu que la prophétie a été donnée aux fous, donc je ne vais pas faire de prophétie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de données qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, il y a également les traitements qui essayent d'avancer au plus rapidement possible. La course au vaccin, qui, à mon avis, va prendre encore quelques mois, même peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'espère me tromper. Et la mise en place chez nous, localement, du système de cassage de la chaîne de transmission, avec la mise en place, comme a dit le professeur Gamzo, fin octobre, début novembre, le déploiement du mécanisme de soins, d'examens, de cassage, d'enquête épidémiologique à plus grande échelle. Donc j'espère que ça sera, qu'on n'arrivera pas à une 3e vague. J'espère également que les gens vont comprendre qu'il faut se faire vacciner contre la grippe. Il faut se faire vacciner contre la grippe, même si son efficacité n'est pas à 100%, c'est un vaccin qui permet de réduire la morbidité de cette maladie, qui également peut être très dangereuse et peut arriver à des malades ventilés. Je me rappelle, en tant que
élève médecin, le premier malade ventilé que j'ai vu, c'est un homme de 30 ans qui avait eu une grippe. Donc, il ne faut pas attendre le coronavirus pour se faire vacciner contre la grippe. Donc, j'appelle, s'il vous plaît, vos auditeurs à se faire vacciner contre la grippe le plus tôt possible, dès le début de l'hiver. Et ça permettra également de réduire l'impact sur le système médical. Eh bien, docteur Éric Setton, directeur général de Herzliya Medical Center, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour toutes ces précisions. Et bonne journée. Khatima Tova, bientôt. Shana Tova. Merci beaucoup et bonne santé à tout le monde. Bonne santé à tout le monde. Merci.